Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec mes amis les plantes pour vous parler du dernier tome de l'Arabe du futur, le tome 6. Il est sorti en novembre 2022, donc il y a un peu plus d'un an. Sorti il y a un peu plus d'un an, j'ai mis à peu près 4 mois à le récupérer à la bibliothèque. Et maintenant que je l'ai eu, j'aimerais bien discuter avec les lecteurs, en fait juste donner mon avis sur ce que j'ai pensé de ce dernier tome. Et plus particulièrement, j'aimerais bien analyser en votre compagnie la fin du tome. Donc la fin qui se termine, alors oui, je vais complètement spoiler sans aucune vergogne, sinon ce serait pas du tout intéressant. La fin qui se termine par un rêve. Et donc les rêves, c'est pas toujours facile à comprendre, il me semble, comme il faut les interpréter. Surtout que ce qui est assez spécial, c'est qu'en plus, c'est pas le rêve de l'auteur, c'est le rêve de son frère. Donc, entre ce que le frère dit, comment l'auteur le perçoit et comment il le retranscrit en dessin, il y a quand même parfois tout un monde. Ça a beaucoup de choses à analyser, je crois. Mais avant de passer à ça, j'ai envie de commencer par la couverture. Je pense que ça va être une bonne entrée en matière. Ça va me parler un petit peu de l'œuvre en général. Et puis, il y a quand même des choses qui m'ont interpellée dans cette couverture que j'ai du mal à cerner. Peut-être vous les comprendrez un petit peu mieux que moi. Donc vraiment, la couverture, on va commencer par le dos. Allez, ça c'est original. Donc sur le dos, on lit ce livre raconte l'histoire vraie de la disparition de l'Arabe du futur. Et alors ça déjà, la disparition de l'Arabe du futur, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on lit à la fin, tout ça prend quand même du sens. L'Arabe du futur. Généralement, Riyad Satouf, en interview, enfin en conférence, souvent on lui pose la question, mais alors pourquoi vous avez appelé ça l'Arabe du futur? Et très généralement, ça l'enquiquine un petit peu, j'ai l'impression, parce que ça doit être le genre de question auquel il a répondu plein de fois. Parce qu'il dit toujours, qu'est-ce que c'est l'Arabe du futur? Ah, vous avez pas bien lu le tome 1 L'Arabe du futur, c'est à la fin du tome 1, c'est ce que m'a dit mon père quand je voulais pas aller à l'école quand je vivais en Syrie, enfin quand il vivait en Syrie, Riyad. Il dit, je voulais rester à la maison pour jouer avec mes Legos. Et mon père m'a dit, non, pas question, tu vas à l'école. Quand on est un Arabe du futur, ça va à l'école. Voilà, j'ai pas le tome 1 sous la main pour vous faire la citation exacte, mais je crois que c'est à peu près ça. À part pour l'histoire des Legos, en fait, c'est ce qu'il dit toujours en conférence, Riyad, mais dans le tome 1, c'est assez clair que s'il veut pas aller à l'école, en fait, c'est pas parce qu'il veut jouer aux Legos, c'est parce que il sait que s'il va à l'école, il va se faire taper, en fait. Il y a énormément de violence éducative. Des coups de bâton, des bâtons qui se cassent quand on tape les mains des élèves, les dos des élèves, des châtiments corporels, tout ça. Et c'était plutôt ça qui lui faisait peur que l'envie de rester tranquillement à la maison. Donc voilà, son papa lui dit, l'Arabe du futur, il va à l'école. Et moi, à partir de ça, je me demande, peut-être les gens qui demandent à Riyad, pourquoi vous l'avez appelé l'Arabe du futur, c'est peut-être pas qu'ils n'ont pas forcément bien lu le tome 1, mais je me demande, est-ce qu'ils ne se demandent pas, les gens qui posent cette question, c'est qui cet Arabe du futur? Moi, ça, en tout cas, c'était la question que je me suis posée. Enfin, je me demandais, l'Arabe du futur, je le cerne dans l'idée. Il faut dire l'idée aussi que le titre est extrêmement classe. Je cerne l'idée comme ça, voilà, de la phrase du père qui l'a vraiment marqué. Mais c'est qui cet Arabe du futur? En fait, j'ai envie de me dire que c'est une sorte de trinité, l'Arabe du futur. C'est l'effet de trinité. Donc, on a le père, donc le père, le papa de Riyad. Alors ça, c'est amusant parce que j'ai dit ça tout à l'heure à mon père, Enfin, pas tout à l'heure, il y a quelques jours, mais bon, peu importe, que le père, je pensais que c'était en partie l'Arabe du futur, ce serait le papa de Riyad, et il a trouvé ça totalement, enfin mon père, il a trouvé ça totalement extravagant comme idée, parce que, comment ça, le père, enfin, vu comme il est intégriste, et avec toutes les décisions qu'il a prises dans sa vie, comment ça peut être un Arabe du futur? Mais si, quand même, je pense que ça peut l'être. Déjà, quand le père, il dit ça à Riyad, un Arabe du futur, il va à l'école, il parle quand même de lui, de son parcours à lui, de papa. Parce que voilà, son père, c'était le premier à aller à l'école.
de sa famille, dans son petit village de Syrie. Évidemment, c'est le seul de son village, de sa région, j'imagine, à être allé aussi loin dans les études. Déjà que c'était le premier à aller à l'école, il a quand même fait des études supérieures. Il a un doctorat, le seul à être allé en Europe pour étudier. Euh, et même si, bon, après, il avait les idées qu'il avait, mais c'était vraiment un homme qui réfléchissait énormément sur ce qui se passait dans le monde, sur la géopolitique, sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer, pour améliorer l'avenir de la Syrie, pour la condition des Arabes. Voilà, tout ce mouvement pana-arabéisme, je ne vais pas le prononcer forcément très bien, mais bon, ça découle vraiment d'une réflexion. Donc, moi, je pense que cet arabe du futur, oui, on peut dire que d'une certaine façon, c'est le père. Après, l'arabe du futur, je pense que c'est, donc pour la Trinité, donc on a le papa, je pense que ce serait aussi le rêve du père. Donc, le papa qui rêve de ce changement dans le monde arabe, qui voyait en Kadhafi la personne qu'il fallait pour faire évoluer le monde. Enfin bon, à ce moment-là, donc Riyad il raconte souvent que Kadhafi avait donné le droit de vote aux femmes, avait rendu l'école obligatoire, avait eu un prix pour sa lutte contre l'illettrisme. Donc je pense que voilà, c'est le rêve du père de voir la Syrie évoluer. C'est aussi pour ça qu'il a tellement insisté pour que sa famille, enfin pour que sa femme et au début juste son fils, puis après tous ses enfants, elles vivent en Syrie. Voilà, il se disait, il y a un avenir pour le monde arabe et le monde arabe ne doit pas être figé dans le temps, mais être en évolution. Donc là, du coup, donc, le père, le rêve du père. Et le dernier, et je crois pas que j'ai forcément très souvent entendu Riyad Satouf dire ça, mais moi je pense vraiment que voilà, l'arabe du futur, c'est aussi Riyad. Parce que, bon, le papa s'adresse au fils quand il dit ça. L'arabe du futur, il va à l'école, donc il dit toi, tu vas aller à l'école, donc c'est toi l'arabe du futur. Euh, et quand je vois ça, du coup, l'histoire vraie de la disparition de l'arabe du futur, dans le livre, bon, si vous l'avez lu, du coup, vous le savez, sinon je vous l'annonce, malheureusement, le père de Riyad meurt. Le père de Riyad au moment où il est mort, avait déjà disparu en fait de sa vie. Déjà physiquement, il avait disparu du fait que Riyad ne le voit plus. Après, le père restait omniprésent dans son esprit, mais grâce à la thérapie que fait Riyad, il commence de plus en plus à oublier ce père qui était un petit peu comme, vous savez, les petits diables au-dessus des épaules, qui dit tout le temps des méchancetés, qui va inciter la personne à faire des mauvaises actions. Et ça, cette présence maléfique du père, elle disparaît au fur et à mesure du tome grâce à la thérapie qu'il va entreprendre. Et alors le père restait présent d'une certaine manière parce qu'il envoyait quelques lettres très très rarement à son fils, mais bon, à la fin, effectivement, il disparaît totalement du fait qu'il soit mort. Mais ça, du coup, j'en ai parlé à mon père. Je lui ai dit, ah, est-ce que tu penses à la disparition de l'arabe du futur, c'est la disparition du père? Et il n'était pas du tout convaincu. Après, je me suis dit, c'est peut-être. Mais finalement, j'ai une autre théorie. La disparition de l'arabe du futur, c'est peut-être la disparition de voilà, cette projection que le père de Riyad avait sur lui. Que Riyad allait devenir cet arabe du futur, mais en fait, qui allait complètement exaucer juste tous les vœux de son père en devenant médecin, en participant à une série grandiose. Et Riyad, en fait, il va pas devenir comme ça, il va vraiment. C'est la disparition du rêve du père sur Riyad, il va prendre son indépendance, faire son rêve de faire sa carrière dans le dessin. Donc ouais, c'est peut-être. Je pense que c'est. Alors, mon père a l'air plus convaincu à ce sujet-là, c'est peut-être à ce niveau-là que c'est la disparition de la rêve du futur, la disparition de voilà toute cette pression qu'on met sur les enfants. Vous allez voir cette histoire de pression de cette pression patriarcale sur la famille. Je vais y revenir énormément à la fin par rapport au rêve de fin du petit frère. Donc voilà, ce qui m'intrigue aussi dans ce tome, alors ça, j'espère que vous le verrez bien, sinon je ferai un petit montage. On mélange en fait ce qui se passe en Bretagne, donc Riyad Satouf, papa syrien, maman bretonne. On mélange ce qui se passe en Bretagne avec le grand-père maternel, enfin pas le grand-père maternel, le mari de la grand-mère, le grand-père de cœur de Riyad, qui avait comme ça une passion, enfin une espèce de toc nerveux, où je sais pas vraiment pourquoi il faisait ça. Il découpait tous ses déchets
en petits morceaux, mais avec l'âge, en fait, il devenait un petit peu sénile, malheureusement. Il accumulait tous ces déchets et ça finissait par devenir d'énormes sacs poubelles qui sentaient horriblement mauvais avec des mouches. Donc on voit comme ça le plus triste, en fait, de ce qui se passait en Bretagne pour Ria. Donc malheureusement, sa situation familiale avec ses grands-parents qui vieillissaient, qu'il aimait beaucoup. Et puis bon, voilà, sa mère qui est vraiment pas bien à cause du kidnapping du petit frère. Et on voit aussi les ruines de la Syrie. Comme voilà, le livre se termine avec la guerre, avec des bombardements, des ruines. Mais vous voyez qu'au niveau des couleurs, normalement, Riyad il avait dit que pour les couvertures de cet homme, il faisait toujours les couleurs des drapeaux, là où se passait l'histoire. Donc, dans le tome 4 qui se passe en France, tome 4 ou tome 5? Non, le tome 5. Dans le tome 5 qui se passe en France, et pour la première fois, il y avait du bleu, le bleu du drapeau français, mais si c'est pas tout à fait le même bleu, il dit que c'était un bleu un petit peu plus clair. Et au début, il met le rouge, le vert, rouge, vert, noir et blanc. Ça doit être ça le drapeau de la Syrie. Enfin, voilà, il met toujours les couleurs du drapeau, et là, les couleurs sont mélangées. Donc j'imagine, voilà, pour clore le livre, il se permet de réunir ces deux pays ensemble. Et alors ça, vous voyez la fin du chemin. Toutes les couvertures de l'Arabe du futur, c'était toujours les personnages qui marchent de la gauche vers la droite. Ça, j'ai eu ça dans dans les commentaires audio du Roi Lion. En fait, c'est totalement vrai. C'est comme nous, enfin, le sens de lecture dans notre alphabet. Enfin, notre sens de lecture, en fait, en France, dans les pays, beaucoup de pays d'Europe. Peut-être il y a des pays d'Europe où on lit de gauche à droite, je ne sais pas, mais bon, les langues que je connais, on lit de gauche à droite. En fait, l'action, l'évolution de l'histoire se fait toujours de la gauche vers la droite. Donc, un personnage qui va comme ça vers la droite, c'est un personnage qui avance, qui évolue dans l'histoire, qui part en avant dans son histoire, voilà, tout simplement qui avance le récit. Et donc, finalement, tous les tomes, on suivait les personnages comme ça qui avançaient. Et finalement, le bout du chemin, bah, c'est le ravin, en fait, il n'y avait rien. Donc, en fait, le père les amenait depuis le début sur un chemin avec sa famille qui était juste, je pourrais dire, qui va les conduire à leur perte. En fait, c'était pas du tout un chemin heureux. Non, ça, c'est ce qui se passe dans le livre. En fait, le père qui leur disait toujours on va construire une maison, on va être heureux, on va avoir un bel avenir. Finalement, il ne s'est rien passé de ça du tout. En fait, le père, il a vraiment conduit sa famille dans le malheur, malheureusement. Particulièrement le plus petit des frères. Mais il voulait aussi entraîner Riyad dans sa souffrance, puisqu'il revenait toujours chez lui. Il revenait toujours à lui en lui disant viens faire les études de médecine, reviens en Syrie, tout ça. Non. Sans se dire que c'était pas ce que voulait son fils, évidemment. Mais il regarde vers le haut. Donc, alors le papa regarde vers le haut avec le fils. Lui, le fils, il va atteindre les sommets. Riyad, il va atteindre les sommets grâce à son art. Mais lui, il va atteindre les sommets, par contre, ils vont tomber. Donc, ce que je me dis, Riyad, dans le livre, il apprend à voler. Donc, il va apprendre à voler. Ça va le sauver de tomber dans le vide. Par contre, ça ne sauvera pas son père. Enfin, bon, je pense que globalement, voilà ce que ça veut dire, c'est que le père, il leur montrait toujours un horizon lointain, totalement inaccessible, sans voir qu'il conduisait sa famille dans la catastrophe, quoi. Et l'autre élément extrêmement triste, c'est la maman. La maman de Riyad, je pense qu'on n'est pas... je ne suis pas la seule à avoir lu les livres en pleurant, en pensant à sa pauvre mère, tout ce qui lui arrive, sa souffrance pour récupérer son fils. La mère qui regarde comme ça ses mains. Au début, ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, pourquoi elle regarde ses mains comme ça? Pourtant, je pense que l'explication n'était pas si difficile à comprendre quand je m'en suis rendu compte. La maman, quand vous regardez tous les tomes de l'Arabe du futur, elle est toujours en train de tenir la main à ses enfants. Elle tient la main à Riyad, elle tient la main de Riyad, elle tient la main de Yahya. Elle porte, elle porte peut-être Yahya avec une main et le petit Fadi avec une autre main. Elle tient toujours la main à ses enfants. Voilà, c'est la maman avec ses enfants. Dans le tome 5,
quand elle est privée de son fils, bah, elle avait les mains comme ça jointes en regardant le ciel. Donc là, elle était vraiment en train d'espérer une aide. Et là, dans ce dernier tome, elle regarde juste ses mains avec un air comme ça, choqué. Mais en fait, parce que tous les enfants sont partis, malheureusement, elle a plus le plus petit qui est kidnappé. Riyad part faire ses études, Yaya part faire ses études. Donc je pense que c'est la maman qui est livrée seule à elle-même et qui se rend compte que bah voilà, ses enfants ont quitté le nid et bah elle se retrouve voilà les mains vides à se demander un peu ce qu'elle va devoir faire de sa vie, la pauvre. Bon après voilà, en plus c'est la pauvre, c'est ça qu'elle elle doit s'occuper aussi de ses parents, de sa mère et de son beau-père qui sont très malades, son père qui meurt. Je pense que Riyad il a vraiment voulu rendre comme ça hommage à sa maman qui était dans une situation tellement difficile à ce moment-là. Mais écoutez, je pense que j'en ai dit à peu près tout ce que j'en pensais. C'est vrai que moi, le père et le fils comme ça qui regardent vers le ciel alors qu'ils vont tomber par terre, ça me perturbe énormément cette image. Je sais pas si je l'ai vraiment bien cerné. En tout cas, Riyad, j'ai quand même l'impression que le fait que Riyad vole quand il a réussi à... je pense que c'est quand il a réussi à publier son premier tome de BD. C'est quand il a réussi à faire Petit Verglas qu'il commence à... qu'il a cette scène dans le tome où il vole. Bon. Je pourrais vérifier, mais bon. Je vais rester sur mon souvenir. Je crois bien que c'est ça. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. La fin. La fin, en fait. Est-ce que cette fin est réussie? Mais oui, cette fin est réussie. Cette fin est absolument géniale. J'adore cette fin. Riyad avait dit en interview, avant que je lise le tome, je regardais un petit peu ce qu'il disait de son dernier... voilà, de sa fin, et il disait qu'il avait trouvé vraiment une fin, et il avait eu du mal à trouver la fin, il ne savait pas comment se terminer l'histoire pendant longtemps, lorsque le processus était en création, parce qu'il avait toujours pas récupéré son petit frère, évidemment, et que finalement il avait trouvé la fin, et il pensait que c'était la fin idéale, et bah, vraiment je suis d'accord avec lui, c'est la fin absolument parfaite. En plus je suis contente parce que j'ai commencé à me dire, ça commence à donner une fin parfaite un petit peu avant. Alors c'est la page 143 de mon exemplaire. Il y a Riyad qui est voilà, en séance de thérapie comme ça, et il est en train de beaucoup évoluer dans sa vie, de remettre en question, de remettre en question son éducation, le fait qu'il ne pleure pas, le fait qu'il a ravalé tous ses sentiments à cause de tous ses problèmes familiaux, tout ça. Et à ce moment-là, la dernière case de la page 153, il marche sous la pluie, pensif après tout ce qui s'est passé avec la thérapeute, avec la psy. Il entend une maman qui lui dit tu veux une glace, et maman parle à sa petite fille sous la pluie. Donc la maman dit tu veux une glace alors qu'il pleut? La petite fille dit oui. Et la maman dit bon d'accord. Et ça, j'adore cette scène. Vraiment, ça a l'air de rien, mais j'adore cette scène parce que vous savez, Riyad Satouf, quand vous lisez ces tomes plus anciens, il y a une BD qu'il faisait pour Charlie Hebdo qui s'appelle La vie secrète des jeunes. Une BD, mais vraiment, la lecture pour moi est terrible. Je trouve horrible cette bande dessinée. En fait, elle est très dure. Et Riyad, comme ça, il se rendait compte, puis bon, il le dit en interview, tout ça, il écoute beaucoup ce qui se passe dans la rue, et la violence qui se passe, les méchancetés que les adultes disent à leurs enfants, toutes les bêtises que peuvent dire les gens, en fait, les propos sexistes, les propos violents, les insultes gratuites, la violence gratuite, tout ça, ça l'intéresse énormément du fait que je pense qu'il a vraiment connu la violence, en fait, dans son enfance. Et le fait que, comme ça, qu'il dessine une interaction, mais pour moi qui est tellement douce entre cette maman et cette fille, je m'identifie totalement. La maman qui accepte comme ça d'offrir une glace à sa fille alors qu'il pleut et juste de passer outre la météo et juste de donner à sa fille une petite envie comme ça, voilà, un petit plaisir d'enfant sucré alors que c'est pas la météo qu'il faut. Pour moi, c'est Riyad en fait qui commence à percevoir. Alors là, peut-être j'extrapole totalement, mais moi je le perçois comme ça. Qui commence à percevoir les beautés de la rue, les beautés du monde du quotidien. C'est pas seulement des insultes et des parents qui crachent sur leurs enfants et qui leur donnent qui leur filent des tartes, parce que en fait, quand on a un œil comme ça triste, je pense vraiment qu'on voit les choses dans la rue tristes. Et quand on a un œil bienveillant et heureux, on a plus tendance à voir les choses très belles de la vie. Mais bon, ça a l'air complètement bateau ce que je dis, mais vous savez, il y a des gens comme ça qui vous disent
pourquoi il m'arrive tout le temps des choses horribles, pourquoi j'ai toujours des problèmes dans le métro. Et il y a des fois où je me dis, mais c'est peut-être que t'as tes lunettes de la négativité et en fait, les gens qui sont beaucoup plus joyeux reviennent souvent avec des anecdotes beaucoup plus amusantes, mais des petites choses qu'il faut avoir perçues. Parce qu'on on voit avec son cerveau, en fait, finalement. On ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau. Si on veut voir quelque chose, on arrive à le voir. C'est comme quand on n'arrive pas à tomber enceinte et qu'on voit qu'on voit des femmes enceintes partout. Il n'y en avait pas plus qu'avant, mais c'est nos yeux qui voyons ça. Ça me rappelle quand j'ai essayé de passer mon permis. À ce moment-là, je voyais tout le temps des voitures d'auto-école partout. Et je me disais, oh là là, ça me rappelle que j'ai pas réussi à avoir mon permis, tout ça. Évidemment, il n'y avait pas plus qu'avant, c'est juste que je focalisais là-dessus. Donc, moi, Riyad qui commence à focaliser sur des belles choses de la vie, des beaux rapports parents-enfants, en fait, surtout ça. Lui qui a tellement de problèmes évidemment avec son père, puis quand même avec sa mère, dont il s'est beaucoup distancé. Sa mère qui le prend un peu. Alors, ça va être dur. Comment je pourrais exprimer ça? La maman, elle a tellement de souffrance en elle qu'elle se rend pas compte qu'elle lui dit des choses extrêmement dures en fait à Riyad. Oui, lorsque le père meurt et qu'elle lui dit bon débarras, ouais désolé, je sais que c'était ton père, mais quand même, et qu'il insulte tout le temps, mais je pense Riyad, évidemment, c'est son père, il en souffre, et il peut pas le dire à sa mère qu'il en souffre. Et bon, heureusement après il a eu la thérapie pour décortiquer tout ça. Mais oui, bah, avec sa mère aussi, la relation n'était pas facile. Donc, bah, ce petit échange maman-fille qu'il perçoit dans la rue, vraiment j'ai trouvé ça adorable et je me suis dit ça m'inaugure une belle fin. Parce que ça arrive quand même relativement tard. On en est quoi? Page 143, ça finit, euh, ça finit sur 75, donc oui, c'est vers la fin. Et alors cette fin, elle me rend tellement heureuse, vous savez. C'est pas facile, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est pas facile de trouver en fiction des fins que vous vouliez avoir, que vous vouliez voir, qui finissent tellement bien une œuvre que vous avez adorée. C'est très très difficile de terminer une œuvre d'art, j'ai l'impression, en fiction. Il y a la chaîne YouTube, ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, et qui est animé qui est faite par Chucky et Al, qui en parlent très bien. Quand on a une fin parfaite, on est tellement heureux, on veut surtout pas qu'elle soit abîmée. Donc Riyad a déjà dit, je crois qu'il ne ferait pas de suite à ce tome, mais j'en suis vraiment ravie. Si ça pouvait se terminer comme ça, ce serait juste merveilleux. En fin de compte, les œuvres d'art que j'ai vraiment aimées, il y en a beaucoup qui se perdent un petit peu en route. Donc la fin est satisfaisante. Par exemple, la fin du dessin animé Code Lyoko est vraiment bien, je trouve. Mais ça a perdu au cours de la série un des éléments que j'adorais, qui était la relation entre les deux personnages, entre Yumi et Ulrich. Cette relation s'est complètement dégradée à partir de la saison 2. Donc même si la fin est vraiment bien, la fin de la saison 4, hein, euh, c'est une fin très satisfaisante, mais je me dis toujours, ah, ça aurait pu être un tout petit peu mieux. La fin d'Harry Potter est assez satisfaisante, je trouve, mais voilà encore voilà un exemple de fin qui a été totalement gâché par la suite. Voilà, les suites après fin fermée, dont parle Chucky et Al dans ces dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. La suite au théâtre, mais quelle idée de faire ça. Je ne donnerai qu'un indice, ceux qui n'ont pas vu, pour vous faire une surprise morbide. Dauphin. Voilà, dauphin. Moi, c'était ce dauphin. Non, non, pas dans Harry Potter, pitié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fin? Des séries qui se perdent en route. The Office qui s'est perdu, je trouve, en route après le départ de Steve Carell. Ça se serait terminé comme ça aurait été une fin géniale et il a fallu continuer. La fin est mignonne, mais c'était plus la série que j'aimais en fait. Vous voyez, des fins parfaites. J'ai vraiment du mal à trouver la. Pourtant, j'y ai réfléchi hein, avant de faire la vidéo. Des fins parfaites. Au cinéma, c'est beaucoup plus facile de faire des fins parfaites parce que du coup, les œuvres sont moins longues et elles ont moins le risque de se perdre en route. Mais des fins en fait, qui étaient super, comme la fin de Star. Je suis pas une fan de Star Wars, mais je trouve quand même que la fin du. C'est le Retour du Jedi, le troisième épisode. Non, le sixième épisode. Le troisième, c'est avec la prélogie. La fin était quand même super avec voilà Vador qui se repentit, tout ça, mais une fin mais totalement gâchée par la suite avec Disney. Heureusement, je suis pas fan de Star Wars, sinon je pense que j'aurais énormément pleuré. Mais bon, voilà, la pas du gars malheureusement. Et c'est ça aussi qui est assez dommage, c'est que on-
une fin qui vient écraser qui vient enlever toute la beauté qu'on imaginait après la fin de ce tome, de cette page, et bah oui, ça gâche l'œuvre originale. Même si ça vient pas y toucher, en fait, on se dit, bah oui, je pensais que ça se terminait que de cette manière, en fait, ça se termine pas de cette manière, et c'est assez horrible. Mais cette fin est absolument parfaite. Donc cette fin, je vais quand même la résumer un petit peu. Je vais pas vous lire ce qui s'est passé, déjà, j'ai peur si par un miracle, Yad Satouf un jour tombe sur cette vidéo, je pense qu'il serait extrêmement fâché que je lise mot par mot tout ce qui se passe. Mais en gros, à la fin, Riyad retrouve son frère, après moult souffrances avec l'administration française. Il a un nouveau petit frère et une nouvelle petite sœur que son père a eu avec une autre dame qu'il n'avait jamais rencontrée, du coup vraiment des enfants. Le petit frère, donc Fadi, qui a été kidnappé, est devenu dentiste, donc il a fait voilà, des études de dentiste. Le frère est dans une situation absolument affreuse à cause de la guerre en Syrie. Il faut absolument que Riyad réussisse à ramener toute sa famille, parce que voilà, le frère est français, mais le reste de la famille, les petits frères et la nouvelle femme du papa, la belle-mère en fait de Fadi, ne sont pas sont des Syriens, donc c'est extrêmement difficile d'avoir les papiers pour les ramener. Et Fadi, il veut revenir avec son frère, sa sœur et sa belle-mère. Donc c'est la guerre de la guerre de Riyad pour réussir à ramener sa famille, mais il y arrive grâce à un ami bien placé. Donc merci cet ami, grâce à toi, tu as sauvé le monde de ce tome. Il retrouve le frère à l'aéroport, la maman vient. Yaya vient aussi, je vais quand même vérifier, mais oui, Yaya est là, bien sûr. Yaya qui est très discret, mais j'aime beaucoup ce personnage, très calme. Riyad dit que c'était une personne voilà, très calme, pas violente, du fait aussi qu'il n'est pas allé à l'école comme Riyad à souffrir comme ça. Ils attendent. Alors moi, j'attendais les retrouvailles avec la maman. Elle me disait, oh, je veux voir ce dessin de la maman qui retrouve le petit garçon et qui le prend dans ses bras et tout ça. Et si vous l'avez vu, donc à l'aéroport, le grand frère arrive. Le grand frère qui est grand, enfin, qui est vraiment dessiné comme un bel homme. J'adore la manière dont il dessine son petit frère. Il a le même nez que Yaya, d'ailleurs c'est amusant, il a pas du tout le même nez que... Ah, il a peut-être un peu le même nez que Riyad, mais pas le même nez que la mère ni que le père. Donc voilà, les trois frères sont reliés par le nez, c'est amusant. Il dit coucou à la fin de la page, donc voilà, toujours la méthode Satouf qui est la même méthode que RG, où on finit la page de droite avec un élément de suspense pour vraiment donner envie au lecteur de tourner la page. Et après, quand on le retrouve, ils sont dans le taxi, on n'a pas eu le gros câlin. Mais je comprends qu'il n'y ait pas eu le gros câlin en fait en y repensant. Parce que c'est des personnages qui existent dans la vraie vie. Je pense à un truc d'ailleurs. C'est des personnages qui existent dans la vraie vie et peut-être une forme de pudeur, ou alors peut-être la maman, après tant d'années, voilà, à pas avoir vu son fils, et bah, elle se retrouve finalement à être comme bloquée, presque gênée peut-être, et heureuse, et en même temps peut-être dépassée par l'émotion. Enfin, j'imagine que c'est très compliqué tout ce qui doit se passer dans sa tête. Mais la scène, voilà, la scène du repas où elle lui offre les petits Suisses qu'il aimait quand elle était enfant, mais tellement mignon, adorable. Donc après, voilà, les frères se retrouvent et la fin, le rêve. Je vais quand même dire le truc que j'avais en tête avant de passer au rêve, comme ça traînera encore plus en longueur mon explication. C'était assez amusant, souvent en interview, Riyad, les gens lui posaient la question, enfin en conférence, les gens lui posaient la question, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, votre père et votre mère, du livre? Et à chaque fois il disait, ah, mais je ne peux pas vous dire parce que je vais le mettre dans le tome. Donc oui, dans le tome, du coup, on apprend que son papa il est décédé, donc évidemment, il peut rien en dire. Mais sa mère, alors, soit il a changé d'avis, hein, mais je pense pas, mais peut-être. Soit il a changé d'avis et il pensait qu'il inclurait un chapitre avec la perception des personnages, de ce qui s'est passé, enfin, de la perception des membres de sa famille, de ce qui s'est passé, et il a changé d'avis. Soit, en fait, ces petits éléments qu'il a distillés comme ça, de la maman qui se retourne pour regarder le fils à l'aéroport, la maman qui lui offre les yaourts, enfin, les petits Suisses, peut-être qu'il s'est dit que c'était suffisant, en fait. Je sais pas, mais finalement, du coup, on voit jamais sa réaction par rapport vraiment à l'œuvre de Riyad. Donc, je me demande pourquoi il disait ça en conférence, ça m'intrigue un peu. Donc voilà, la scène parfaite du rêve.
Les deux frères, Riyad et Fadi, ils longent la Seine pour retrouver la famille, pour aller à un point de rendez-vous. Et le frère lui dit, globalement, la veille, il avait parlé avec Riyad de son père. Qu'est-ce qu'il lui disait? En fait, Riyad, il lui disait, alors, il lui demande, est-ce que tu penses que notre père a regretté de t'avoir enlevé? Et il répond pas vraiment, mais il lui dit, notre père a essayé notre mère. Donc j'imagine que, bah oui, ça veut dire que non, quoi. Il regrettait pas du tout. Riyad lui demande comment c'est possible de détruire sa famille comme il l'a fait et de continuer à vivre en bon croyant. Et le petit frère, il lui dit, ne dis pas ça, Dieu est miséricordieux, il peut pardonner les erreurs, mais il est sans pitié avec ceux qui ne croyaient pas en lui. Donc, bon, bah voilà, ça c'est tout le poids de sa vie, son éducation religieuse. En plus, avec un père qui était quand même. Enfin, avec un père qui était extrémiste, tout simplement. Et Riyad, il lui dit, t'es sûr, pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu crois qu'un croyant méchant, assassin, peut aller au paradis, mais qu'un athée qui fait le bien va en enfer? Il lui dit, je ne sais pas, peut-être. Après, il va dormir. Alors ça, c'est marrant parce que ces paroles-là, ça a fait croire à mon père que le petit frère était tout à fait un, pas un, pas un extrémiste religieux, mais que voilà, qu'il était endoctriné. Mais moi, je pense juste que le frère c'est extrêmement difficile pour lui. En fait, il s'est fait. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour le petit frère en Syrie. Il s'est fait retourner le cerveau par son père qui passait son temps à insulter la France, j'imagine, et tous les mécréants de France. Mais moi, j'ai totalement foi en ce petit frère. Il est beaucoup plus ouvert que je sais pas qui peut croire en fait, parce que je vois pas comment est-ce qu'on peut croire que le frère a des mauvaises intentions de quelque façon que ce soit. Alors, donc le frère lui dit, notre discussion d'hier, donc sur son père, m'a rappelé un souvenir. Avant de prendre l'avion, j'ai rêvé de notre père. Je l'ai vu et j'ai parlé à lui. Donc en gros, il imagine son père comme ça dans un espèce d'endroit avec des nuages, un peu comme on imagine parfois le paradis. Le paradis, vous savez, dans le ciel, avec des nuages, avec des rayons lumineux, tout ça. Le père arrive, le père est plus jeune, le père tient le Coran. Et le petit garçon lui dit, papa, papa, c'est moi. Et le papa lui dit, mais comment ça qu'est-ce que tu me racontes? Je n'ai pas d'enfant, ton nom ne me dit rien. Et le petit frère il dit, mais si, c'est moi, ton fils, je me suis occupé de toi jusqu'à la fin. Tu m'as pris en France pour me ramener avec toi en Syrie. Tu as d'autres enfants, il y a Riyad, il y a Yahya. Et finalement, le père lui dit, non, ça ne me dit rien, désolé, au revoir mon ami. Et il s'en va et il disparaît dans les nuages. Voilà, ça, c'est le rêve du petit frère. Et alors, là, Riyad, il est totalement estomaqué. Et il finit par dire, si un jour j'écris un livre sur notre histoire, ça fera une bonne fin. Et effectivement, c'est la fin parfaite. Et il dit ça à la fin en marchant comme ça au bord de Seine avec la vue sur la tour Eiffel. Et alors, vraiment trop trop amusant. J'ai vu en interview euh, la nuit du Figaro, quelque chose comme ça, une interview que Riyad faisait avec un journaliste qui s'appelle Thibaut. À un moment, il se promène à Paris, ils font une déambulation en fait dans Paris et il voit la tour Eiffel. Et Riyad, il dit, ah, la tour Eiffel, ah, c'est vrai que je l'adore. Alors, il me semble qu'il dit quelque chose comme, c'est c'est la trace, c'est ce qu'on retrouve dans les grandes œuvres d'art. J'ai tout de suite pensé à ça. Il n'était pas ça exactement ça, mais en gros, l'idée, c'est ça. La tour Eiffel, ça marque qu'on est dans une œuvre d'art importante, qu'on est dans un chef-d'œuvre. Et il termine par une tour Eiffel, donc je trouve ça assez amusant qu'il dise ça. Donc voilà, donc ce père qui apparaît en rêve au petit frère, qui ne se rappelle plus de lui, qui est plus jeune, qui porte le Coran, qui est totalement apaisé, alors qu'à la fin de sa vie, il était en immense souffrance, j'imagine, vu qu'il avait un cancer. Au début, ce que j'ai vraiment cru sur le père, c'était que il apparaissait au petit frère, il se rappelait pas de lui, il avait le Coran, et en fait que ça voulait dire que à cause de la religion, à cause de tout cet extrémisme religieux qu'il a complètement perdu, qu'il a fait trahir sa famille de France, enfin sa famille en fait, voilà, sa famille qui s'était créée avec sa femme, avec ses trois petits enfants. Ce que je me suis dit, c'est voilà, c'est la religion qui l'a détourné
de sa famille. Et c'est à cause de ce Coran, ça représente voilà, la raison du problème du père. Et c'est pour ça qu'il ne s'en rappelle plus. Et il s'en va. D'ailleurs, vous voyez, il s'en va vers la gauche. En plus, ce que je disais tout à l'heure, que les progressions dans la vie, c'est toujours vers la droite. Et du coup, dans le commentaire audio du royaume, il disait, lorsque Simba commence à partir vers la gauche, il commence à se remémorer tous les problèmes qu'il a eu avec son père, avec Mufasa, avec ce problème qu'il a sur la conscience par rapport à son père, que Simba croit qu'il a tué son père, hein, si vous ne vous rappelez pas. Donc le père qui va vers la gauche, le petit garçon, voilà, et les personnages. Ah oui, mais oui, il y a ça aussi. Lorsqu'il marche vers la Seine, vers la Tour Eiffel, Riyad et Fadi vont vers la droite. Et en fait, c'est ça finalement le chemin qui est bloqué comme ça par ce ravin. Ça se termine vraiment par une marche à pied des deux. Ça prend la place de cette idée qu'il y avait dans la couverture. Elle se retrouve à la fin. Et là, par contre, elle s'en va vers un avenir, mais radieux. Pas du tout vers l'avenir qu'il y a vers la couverture avec le père qui va entraîner son fils dans le gouffre. J'avais pensé à ça au début, non, voilà, le père qui se rappelle plus de son fils à cause de cet extrémisme religieux, tout ça. Mais je me suis dit quand même, enfin, généralement, les premières idées que j'ai, elles sont jamais vraiment les bonnes, je tape rarement dans le mille. Donc je me suis dit, ça doit quand même peut-être être autre chose. Et en fait, Riyad, dans ce tome, il consulte une psy. Il part en thérapie, c'est extrêmement important. Et en thérapie, il analyse ses rêves. Et la psy lui donne des clés pour qu'il analyse ses rêves. Et je me suis dit, je pense, si je faisais une BD comme ça, j'essaierais de distiller des indices dans la narration pour donner au lecteur les clés pour comprendre la fin de mon tome, pour comprendre les éléments comme ça qui sont un petit peu plus... qui ont besoin d'être un peu plus réfléchis, qui ne sont pas de prime abord évidents, c'est ce que je voulais dire. Lorsqu'il est avec la psy lui dit, lorsqu'on rêve de personnes, ce ne sont jamais vraiment les vraies personnes. Sauf pour le père et la mère, là c'est vraiment ton père et ta mère dont tu rêves. Donc là, dit quand il rêve du père, il rêve de son vrai père. Ok, j'ai pensé à ça. Il a fait ce rêve avant de prendre l'avion. Donc avant d'avoir un immense changement. Alors là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai tapé sur Google rêver que nos parents nous ont oubliés. Je ne sais plus si j'ai tapé rêver que nos parents nous oubliaient ou rêver avant de faire un grand voyage. En tout cas, a priori, d'après Google, mais ça a l'air stupide en fait de prendre un exemple de Google juste d'un moteur de recherche, mais comme ça m'a parlé, je pense que si ça m'a parlé, je pense que ça doit être dans le vrai. Apparemment, lorsqu'on rêve que notre père nous oublie, que nos parents nous oublient, en fait, on rêve qu'on se débarrasse de toutes les pressions que nos parents nous mettaient sur le dos. Et je pense que du coup, quand le petit frère, il rêve que son père lui dit je n'ai pas d'enfant, j'ai jamais eu d'enfant, et qu'il s'en va, en fait, à ce moment-là, le petit frère, il va partir vers une nouvelle vie, il va partir en France, c'est un immense changement dans sa vie, et il rêve que ça y est, toute la souffrance que le père lui avait fait peser sur lui, parce que finalement, enfin, j'ai une collègue qui a dit ça, j'ai une collègue de mon travail qui a dit ça, elle a totalement raison, c'est lui au fond qui a le plus souffert dans cette histoire. Évidemment, la mère, c'était horrible pour Riyad, c'était aussi vraiment affreux, mais celui qui a été arraché à sa famille, qui a vécu dans une ville, dans un pays qui n'était pas le sien, avec une langue qui n'était pas le sienne, et un père qui passait son temps à lui rabâcher tu dois faire ci, tu dois faire ça, et faire des études même si tu n'en as pas envie, et être privé de son innocence d'enfant, c'est quand même le petit Fadi. Donc pour moi, voilà, voilà, le père qui s'en va, qui lui dit jamais de fils, pour moi, c'est tu es libéré de cette pression patriarcale. Je pense vraiment que c'est ça. Il est libéré, immense changement dans sa vie, il part. Maintenant, c'est au niveau du dessin. Il fait ce rêve dans des nuages, avec un grand soleil, enfin avec un soleil comme ça lumineux. Et vous voyez, à la fin, c'est la même chose qu'on retrouve dans le rêve et qu'on retrouve ici, en haut, à gauche. Ce soleil, ces nuages. Et là, j'ai envie de dire quelque chose de complètement bonnet. Mais vous savez, quand on se dit ah, cette personne est au ciel, il faut penser à la chose la plus belle que cette personne a fait. J'ai un peu envie d'y croire, en fait, que finalement, est-ce que le père, il vivrait pas un petit peu
juste les choses les plus belles que le père ait pu transmettre, il y avait quand même des moments doux dans la vie de Riyad avec son papa. Il n'a pas été que un monstre, heureusement, quand il était petit, les choses se passaient quand même assez bien. Enfin, bon, il était quand même antisémite et misogyne et adorateur de la violence et tout ça, mais juste au niveau de sa relation, enfin, en tant que papa, il y a eu des moments doux. Donc, est-ce que ça veut dire au fond, peut-être qu'il brille quelque chose de la meilleure partie des petits éléments de son père qui serait comme ça dans ce nuage? Ou est-ce que c'est juste vers un avenir heureux que les deux frères se dirigent? Ça, c'est peut-être aussi un petit peu le roi lion, vous savez, le Mufasa qui apparaît dans les nuages et qui vit dans le ciel, dans le soleil. Il y a aussi quelque chose que je veux dire. Alors là, je pense que c'est une énorme. Que c'est complètement faux et qu'en fait, c'est moi qui me fais totalement des films, mais j'ai l'impression, ce bâtiment-là, ce tout petit bâtiment, j'essaie de vous faire un zoom, ça vous fait pas penser aux immeubles qu'il y avait à Terre-Malais? Moi, j'ai l'impression j'ai l'impression que Riyad, il a mis du Terre-Malais dans son Paris des beaux quartiers haussmanniens ou voilà, c'est peut-être moi qui délire complètement, que c'est complètement fou, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il dessinait les immeubles. Et après, lorsque j'ai voulu chercher sur internet des images comme ça de Terre-Malais dans la BD de l'Arabe du futur, j'ai été bien normal d'en trouver vraiment une qui ressemblait à ça. Mais je sais pas, quand je vois cet immeuble, moi, ça me fait vraiment penser à Terre-Malais. Donc peut-être que je délire complètement et que c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que j'y vois un signe. Écoutez, je suis en train de réfléchir si j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit, voilà, à mon avis. En fait, c'est vraiment la fin parfaite. Mais vous savez pourquoi je trouve que c'est la fin parfaite? Parce que le petit frère comme ça, qui a tellement souffert, il part vers une nouvelle vie avec toute sa famille. Évidemment, déjà, c'était génial que Riyad retrouve le petit frère. Et en plus, ça réussit à ramener son autre petit frère et son autre petite soeur qu'il a jamais vu. Et cette dame qui leur a donné, enfin la maman, hein, la dame qui leur a donné le jour, la maman, la deuxième femme de son frère, sont en plus sans aucune mauvaise pensée par rapport à sa belle famille. Déjà, c'était complètement génial, mais en plus de me dire que le petit frère comme ça, il arrive à faire ce rêve où en fait, je pense que c'était vraiment un rêve de soulagement, de se dire ça y est, c'est fini tous mes problèmes avec mon père et de me retrouver au milieu au milieu de tous ces gens, de tous ces conflits, de ce pays en guerre et de juste pouvoir penser à un avenir radieux. Bah, à ce niveau-là, je trouve que c'est la fin parfaite. Écoutez, pour finir, je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour finir, vous savez, quand on apprend à faire une dissertation à l'école, les profs disent souvent c'est pas mal de faire des petites ouvertures. J'ai envie d'en faire une, mais je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai pris complètement par hasard. En fait, c'est une BD qui m'a été suggérée quand je suis allée prendre des BD de Guy Delisle. Donc, Guy Delisle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessinateur qui est marié à une doctoresse qui travaille pour Médecins Sans Frontières, qui a fait comme ça plusieurs pays et il suit sa femme avec ses enfants, enfin avec leurs enfants, et il dessine dans ces pays. Donc il a fait ça en Birmanie, il a fait ça en Corée du Nord, apparemment je ne l'ai pas encore lu. Mais celui sur la Birmanie était vraiment bien. J'ai lu celui à Jérusalem qui était intéressant aussi, mais j'ai un petit peu moins aimé. Donc en prenant cet tome-là, on m'a suggéré un autre tome. Oui, je parle de Guy Delisle, puis finalement, c'est pas du tout pour recommander sa BD, même si elles sont bien. C'est pour recommander une autre BD qui s'appelle Dissident Club. Alors le titre est vraiment pas terrible, je trouve. Chronique d'un journaliste pakistanais exilé en France. Le scénario, donc, c'est par ce journaliste pakistanais, Taha Siddiqui, dessiné par Hubert Mori. Au début de cette lecture, je me suis dit, c'est pas vrai, ça me rappelle complètement l'Arabe du futur. Donc, ça commence avec un petit garçon qui part avec ses parents, donc deux parents pakistanais, et le petit garçon pakistanais qui partent en Arabie Saoudite. Donc là où le père de Riyad était parti devenir professeur à la fac, et c'est aussi en Arabie Saoudite, je trouve, énormément, qui s'est énormément radicalisé en fait dans, dans ses idées, le papa de Riyad. Et voilà, c'est pareil, ce qui se passe. Donc, ses parents pakistanais arrivent en Arabie Saoudite avec le petit garçon. Le père, pour se faire
quand même, le père, dans cette histoire-là, dans Dissident Club, est un homme, je trouve, très influençable. Donc, pour plaire à la société, pour se faire bien voir, s'intégrer bien dans cette société d'Arabie Saoudite, il se rapproche de gens extrêmement religieux. Il commence à dire. Alors, lui et sa femme, là, sa différence avec Riyad Satouf, c'est que la mère de Riyad a jamais. A toujours gardé les pieds sur terre. Et par contre, là, la maman dans Dissident Club est totalement d'accord avec son mari. Donc, il commence à dire à ses enfants on va plus fêter les anniversaires. Ah oui, il y a aussi, voilà, donc, l'écrivain, c'est le grand frère et il a plusieurs petits frères. Donc ça m'a aussi fait penser à Riyad. Voilà, on va arrêter de faire des coloriages avec des personnages de super-héros. On va arrêter les anniversaires. Vous allez plus m'appeler papa, vous allez plus m'appeler baba. Donc les parents comme ça se radicalisent totalement. Et en gros, ce livre, ça raconte comment ce petit garçon, il va toujours naviguer un petit peu entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, selon le bon gré de ses parents, s'ils veulent le mettre dans telle école, s'il se passe tel problème politique dans un tel ou un tel pays. Et le fait comme ça d'avoir du recul sur ce qui se passe dans le pays en passant du Pakistan à l'Arabie Saoudite ou l'inverse, ça lui permet de remettre les choses en question assez vite dans son enfance et tout ça, ça va l'amener à devenir journaliste. Et après, il va avoir des problèmes en critiquant le gouvernement, en dénonçant les violences faites aux gens qui veulent protéger les droits des hommes et des femmes, et ça va l'amener du coup à devoir être exilé en France. Et pourquoi je trouve que le titre n'est pas très bien trouvé? Parce que c'est vraiment une immense partie, c'est vraiment son développement de jeune homme qui s'émancipe des idées de ses parents. Donc, je sais pas, il y aurait peut-être. Enfin, c'est vrai que d'insister autant que ce soit les chroniques d'un journaliste pakistanais exilé en France, je trouve ça pas forcément terrible. Après, bon, quel autre titre on aurait pu donner, je ne sais pas du tout. Mais moi, je vous recommande cette lecture. Je pense que ça peut vous plaire si vous avez aimé l'Arabe du futur. C'est vraiment une bonne facture. Le dessin est assez chouette aussi. C'est pas du tout de la ligne claire comme Riyad Satouf, mais c'est vraiment chouette. Puis tout simplement de voir voilà, des enfants donc, comment est-ce qu'ils font pour s'ouvrir à l'esprit, pour s'émanciper des pensées extrémistes de leurs parents. Je trouve ça toujours assez intéressant. Donc je vous le recommande. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Je ne sais pas combien aura eu le courage de rester jusqu'au bout de la vidéo, sans doute pas beaucoup. Et bonne fin de journée. Au revoir.